Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce soir en direct. L'actualité reste encore marquée par la situation explosive au Proche-Orient. L'armée sioniste a intensifié ses frappes meurtrières contre le sud de la bande de Gaza au 4e mois de la guerre. Une guerre qui a dévasté le territoire palestinien et déplacé 80% de la population civile et tué plus de 24 000 Gazaouis, dont la majorité sont des femmes et des enfants. 365 Palestiniens ont été également tués en Cisjordanie depuis le début du conflit. Les 100 jours passés, le bilan pour l'entité sioniste reste un échec. Aucun des objectifs annoncés n'a été atteint, mais l'onde de choc de la guerre commence à se répandre. Le conflit risque-t-il d'embraser la région? On en parle ce soir avec nos invités et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Kamel Mensari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre consultant spécialiste des questions internationales. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous remercie. Nous avons avec nous Monsieur Alain Corvez. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie internationale et ancien conseiller du commandement de la Force des Nations Unies au Sud Liban, la FINUL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également avec nous Monsieur Toufiq Hamel. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire militaire et études de défense. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, messieurs, aujourd'hui, la guerre fait craindre un embrasement dans la région après les derniers événements qui ont été enregistrés. On le sait, après cette coalition américano-britannique qui s'attaque aux Houthis, en plus des échanges de tirs quotidiens entre l'armée sioniste et le Hezbollah. Est-ce que, monsieur Corvez, vous pensez que justement cette onde de choc qui se répand risque d'embraser la région, risque encore de s'étendre dans la région? Il y a un risque, c'est incontestable, mais qui est dû jusqu'au boutisme, si je puis dire, à la fois d'Israël et des États-Unis d'Amérique, dont les experts devraient leur faire comprendre que Israël a perdu sa guerre contre la résistance palestinienne. Je dis bien la résistance parce qu'il y a le Hamas et toutes les autres factions palestiniennes qui sont au combat, et que le soutien maintenant de l'opinion publique mondiale en faveur de la Palestine et de la création d'un État, pour le soutien au minimum pour un cessez-le-feu, ne fait que grandir. La diaspora juive mondiale, qui ne disait rien parce que les sionistes possèdent la plupart des canaux de communication dans le monde, mais maintenant la diaspora juive s'exprime et des intellectuels comme des gens du peuple expriment leur opposition au comportement suicidaire d'une part, mais complètement irrationnel du gouvernement israélien. L'action des Houthis, l'action du Hezbollah, l'action de Hassan al-Shaabi en Irak, tout cela mis ensemble font que un raisonnement rationnel devrait dire aux États-Unis et à Israël d'arrêter la guerre, car de toute façon ils l'ont déjà perdue. Mais on ne peut pas demander des raisonnements rationnels à des gens qui sont qui tapent dans un mur et répètent de taper dans un mur, pour une bonne raison, c'est que le gouvernement de Netanyahou doit sa pérennité uniquement à la continuation de la guerre. Si la guerre s'arrête, et la guerre va finir par s'arrêter, c'est la fin du gouvernement de Netanyahou, et d'ailleurs c'est le seul moyen, en plus d'arrêter la guerre, c'est de changer le gouvernement israélien. Voilà, donc il y a un risque, évidemment, parce que je tiens à préciser que l'Iran, pour le moment, a frappé uniquement des gens qu'il avait déjà frappés, donc le Mossad en Irak et également au Pakistan, puisque le Pakistan, après avoir prévenu le Pakistan que s'il ne se chargeait pas de détruire ses cellules terroristes, il le ferait. Donc l'Iran n'est pas entré dans le combat, mais il est certain que c'est la plus grande puissance militaire de la région et qu'elle a des alliés qui sont également puissants. Les Houthis sont puissants, ce n'est pas la coalition américano-britannique qui va détruire le Yémen, ce n'est pas possible. Et donc l'Iran a des alliés en Irak, en Syrie, au Liban, le Yémen, et
de plus en plus de pays arabes soutiennent la démarche de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice à La Haye. Donc on est dans une situation où la logique voudrait qu'Israël dise halte au feu, on a perdu, on ne va pas continuer à perdre, parce qu'ils perdent également énormément de soldats, beaucoup plus que ce qui est annoncé officiellement dans le combat de la résistance. Donc la logique voudrait que ça s'arrête, mais on n'est pas avec des gens qui raisonnent logiquement. Oui. Donc il y a un risque effectivement d'encore d'extension. Merci. À votre lecture, Tawfiq Hamel, sur ce qui se passe actuellement dans la région. On a longtemps dit que cela n'allait pas embraser la région, mais on voit qu'au fil du temps, qu'après 4 mois de guerre, les tensions s'exacerbent. Aujourd'hui, il y a d'autres parties qui prennent part au conflit. Est-ce que aujourd'hui la configuration peut changer dans la région ? Effectivement, la configuration peut changer dans la région. L'environnement de sécurité actuellement dans la région du Moyen-Orient reste très très complexe, très volatile, très incertain. Déjà, dès le début, on a supposé, les dirigeants américains et les Européens ont dit que l'objectif, c'est d'éviter que le conflit s'étende. Sauf que quand on regarde, déjà, il y a une expansion du conflit. Vous avez la Cisjordanie qui est impliquée. Ensuite, vous avez le Liban. Ensuite, là, vous avez des alliés de chiites de l'Irak qui sont déjà impliqués dans le conflit. Et récemment, le conflit s'est étendu à la mer Rouge. Dans le cas de la mer Rouge, les conséquences sont très très importantes pour l'économie mondiale. C'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont intervenus. Et globalement, également, Israël, pour l'instant, n'arrive pas en tout cas à atteindre ses objectifs annoncés. Et il n'y a aucune chance qu'Israël atteigne ses objectifs. À moins en tout cas de raser complètement la bande de Gaza. Dans ce cas, le coût politique, moral sera très très important pour Israël. Dans le cas, l'intervention des Houthis, leur intervention, implication dans ce conflit, les conséquences seront très très importantes si la guerre va durer. Déjà pour l'instant, il y a pas mal d'entreprises européennes déjà qui commencent en tous les cas à sentir les effets en termes de logistique. Alors ce que les Américains ont fait pour l'instant, c'est juste des interventions aériennes, sauf que les interventions aériennes américaines et britanniques ne feront rien. Les Houthis ont clairement indiqué qu'elles ne vont pas cesser leur implication dans ce conflit jusqu'à ce que Israël met fin à ce conflit. Et globalement, ce qui est inquiétant, c'est la méconnaissance des Américains et des Britanniques de la mentalité de cette région. Que ce soit dans le cas des Palestiniens, que ce soit dans le cas de l'Iran, que ce soit dans le cas des Houthis, il y a une méconnaissance totale, il y a même parfois un mépris qui fait que on n'accorde pas suffisamment d'attention à des déclarations des dirigeants de la région. C'était le cas, ça fait des semaines et des mois que les Iraniens ont clairement montré leur attitude et leur position. C'est la même chose pour les Houthis, sauf que les Américains ne les ont pas pris au sérieux, et finalement on se retrouve dans une configuration d'escalade. Les Américains, on croit qu'avec quelques simples missiles, quelques bombes, on va faire reculer les Houthis, sauf que ça va pas être le cas. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est que l'intervention américaine a fait des Houthis des acteurs régionaux. Avant leur intervention, l'implication dans ce conflit, les Houthis étaient des acteurs locaux impliqués dans la scène yéménite, mais actuellement, les Houthis sont devenus de véritables acteurs régionaux et leur action a des implications au niveau mondial. Au contraire, cela n'a fait que renforcer les Houthis et les Iraniens. Évidemment, l'Iran va faire tout pour les soutenir financièrement et militairement. Merci. Alors finalement, on l'a compris, aujourd'hui il y a un risque que la région s'embrasse, que le conflit s'étende, et il s'étend déjà. On ne parle plus au conditionnel, il s'est déjà étendu. Mais c'est intéressant ce que disait
Tawfiq Hamel à l'instant, est-ce qu'il y a réellement cette méconnaissance des États-Unis, de ses alliés, de la région et de l'impact que cela pouvait avoir? Non, il n'y a pas une méconnaissance, il y a une préméditation d'abord, il y a une sorte d'aller en avant. C'est cette suprématie aussi. Oui, les États-Unis contrôlent, ils veulent démontrer qu'ils sont les maîtres des routes de navigation, d'abord parce que sur la question de la mer Rouge, d'abord, il y a ça, donc tout se règle par la force pour les États-Unis. Donc c'est pour cela que le 8 octobre, ils ont envoyé deux porte-avions, Gerald Ford et Eisenhower, dans la région. Ils ont actionné la CENTCOM à San Francisco, leur base militaire au Bahreïn, et ils ont actionné la 6e flotte qui est en Méditerranée, il ne faut pas oublier, ainsi que la 5e flotte qui se trouve dans la mer, dans le golfe Persique. Mais il est là la méconnaissance, c'est cette force qu'on utilise à chaque fois. D'ailleurs, il y a une demande qui a été, il ne faut pas oublier que l'intervention américaine au Yémen, dans la région, a été adossée à une résolution du Conseil de sécurité. Donc ce n'est pas, ils n'ont pas agi aveuglément, ils ont fait pression pour y aller. Donc parce qu'il y avait un problème de contrôle de navigation et effectivement les Houthis soutiennent inconditionnel aux Gazaouis, à la question palestinienne, aux Palestiniens qui subissent l'un des plus grands massacres, parce que pendant que vous posez des questions, il y a un bébé qui est en train de mourir. À la fin de cette émission, il y aura au moins 2 femmes qui sont tuées. Donc nous sommes dans une logique de guerre qui, pour les Israéliens, qui n'en finit pas. Donc même s'ils le perdent, même si toutes les lectures donnent qu'ils sont perdants. Mais revenons à votre question, et c'est effectivement le conflit s'étend. L'implication, d'abord au départ, on croyait qu'avec les négociations pour la libération, avec les trêves, que ces 2 trêves qui ont eu lieu, les 3 trêves qui ont eu lieu, allaient pouvoir ramener les Israéliens à la raison et qu'à partir de là, on pouvait avoir des négociations pour mettre fin à la guerre. Ce qui s'est produit, c'était le contraire. Le gouvernement de Netanyahou, le cabinet restreint, qui est dirigé par Netanyahou, Gallant et Lévy, donc le chef d'état-major et le ministère de la Défense et le Premier ministre, soutenu par le gouvernement de 15 membres, c'est-à-dire le Conseil de guerre qui est de 15 membres, surtout quand il a le soutien de Smotrich, ministre des Finances, l'extrême droite, on a vu leur déclaration, l'un des plus fervents défenseurs de la poursuite de la guerre contre les Palestiniens. Donc Netanyahou profite de ce soutien-là pour continuer. Bien évidemment, il y a certes une opinion publique qui se durcit. On a vu comment Benny Gantz est allé se manifester avec les familles des otages pour demander à ce qu'ils reviennent. Nous sommes actuellement dans une configuration où certes le conflit s'étend. L'implication des Houthis, elle est réelle, donc bien sûr parce que c'est un combat qu'ils le mènent pour soutenir les Palestiniens. Le Hezbollah aussi avait dès le 8 octobre mené ses opérations pour venir en appui aux Palestiniens et paralyser toute une armée du nord d'Israël, au sud du Liban, pour la maintenir sur place, c'est-à-dire, comme a été expliqué par Nasrallah, c'est justement atténuer la pression sur les brigades Al-Qassam et les brigades du djihad islamique qui combattent l'occupant israélien à Gaza. On a aussi ce qui se produit actuellement et depuis, surtout les frappes sans cesse qui visent les bases américaines en Irak, en Syrie, et on voit aujourd'hui, c'était pour la première fois où les Iraniens frappent le nord de l'Irak, le nord d'Erbil, pour s'en prendre à ce qu'ils ont défini comme une base du Mossad, sans oublier ce qui s'est produit aussi au Pakistan quand l'armée de justice qui est accusée d'être téléguidée par les Israéliens, par le Mossad. Donc on voit que depuis longtemps on croyait, les Américains ont tout tenté et même les Américains ont mis en garde les Iraniens pour ne pas s'impliquer dans cette guerre. Finalement ils l'ont fait parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran avait juré de venger la mort de Soleimani et l'attentat. Voilà, donc et les attentats qu'il y a eu, sans oublier des dirigeants iraniens qui ont été tués en Irak avec ceux de ce qu'on appelle le Hashd populaire de l'Irak. Donc ce que les Américains ont voulu, ils ne l'ont pas eu, du moment que la réalité du terrain a changé. S'ils ne voulaient pas que ça
s'étende, ils ont tout fait pour que ça s'étende, mais eux-mêmes l'ont provoqué en soutenant inconditionnellement Israël. Blinken, qui est parti en Israël en disant qu'il est venu en tant que juif, a démontré que l'implication de l'administration américaine était viscéralement et à 100% pour que le massacre se poursuive. Lorsque le Conseil de sécurité a demandé à ce que des aides humanitaires rentrent, qu'on cesse des combats, le seul pays qui s'est opposé, c'est les États-Unis. Donc nous sommes dans une guerre menée par les États-Unis avec l'État proxy qui est Israël, mais les objectifs aujourd'hui n'ont pas été atteints, et le fait que les Américains et les Britanniques ont frappé les Houthis, ils les ont frappés et sans avoir, en ayant la certitude qu'ils ne peuvent pas continuer à faire plus parce qu'ils devaient donner un signal ou une mise en garde aux Houthis, mais ils se sont trompés dans leur calcul. Ça n'a pas découragé pour autant les Yéménites. Les Houthis le savent, ils l'ont dit, nous allons poursuivre. Ils ont cru ils ont même souhaité que après ces frappes-là, que les Houthis ne réagissent pas. Ils voulaient dire, écoutez, on vous a frappé, mais ça s'arrête là. Mais c'est le contrat qui s'est produit. C'est une véritable poudrière aujourd'hui, la région risque d'exploser à tout moment. Le risque, c'est que d'abord les États-Unis qui ont essayé de faire en sorte à ce que le conflit ne s'étend pas, il s'est étend, et que Israël, qui essaye par tous les moyens d'arriver à ses objectifs, elle ne les a pas réalisés. Alors justement, les objectifs n'ont pas été atteints. Après 4 mois de guerre intense, après un risque d'expansion du conflit, après plus de 25 000 morts de Palestiniens, et encore on ne parle pas de la Cisjordanie. Monsieur Alain Corvez, vous parlez d'un jusque-boutisme tout à l'heure du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Jusqu'où est-il prêt à aller? Jusqu'où quelles seront les conséquences de ce conflit? Il l'a dit le samedi avant la veille des 100 jours que personne ne pourra l'arrêter. Oui, mais parce qu'il n'a pas d'autre issue, sinon il va en prison pour sa mauvaise gestion de la guerre. Donc, mais jusqu'où est-il prêt à aller, ou jusqu'où ses alliés sont-ils prêts à le suivre aujourd'hui? Mais c'est difficile à prévoir parce que les États-Unis sont dans une phase de perte de leur suprématie dans le monde. Ils ont eu la suprématie totale à l'effondrement de l'URSS, mais peu à peu, la Russie s'est reconstruite et avec les alliés qu'elle s'est trouvés, que ce soit la Chine, mais il y en a beaucoup d'autres, l'Iran notamment, la suprématie américaine est maintenant en pleine dégringolade, si je puis dire. Après leur échec en Afghanistan, leur échec actuel en Ukraine, qu'ils ne veulent pas reconnaître, mais qui est un échec que tous les experts connaissent, cet échec des objectifs en Palestine par leurs soldats, qui sont l'armée israélienne, elle a pu faire ce qu'elle a fait uniquement parce que c'est l'outil des États-Unis d'Amérique. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui commettent des crimes de guerre à travers l'armée israélienne en Palestine. C'est là où je parle de jusqu'au-boutisme, c'est que les États-Unis sont dans une perte de puissance qu'ils essayent de contrer avec des moyens qui sont stupides. Il y a plein d'experts aux États-Unis qui leur disent mais il faut changer de politique, on n'est plus la première puissance mondiale qui peut imposer ses vues à tout le monde, et donc il faut redevenir... les experts américains voient qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger. C'est une survie et pour des Chinois. Pardon. C'est une survie et pour le Premier ministre sioniste et pour la suprématie américaine. Exactement. Il y a là un jusqu'au-boutisme de la part à la fois d'Israël et à la fois des États-Unis, donc un extrémisme qui refuse les réalités qui sont qu'il y a maintenant des forces beaucoup plus puissantes au Moyen-Orient, autour de l'Iran, mais autour de la résistance palestinienne, avec le Yémen, avec l'Irak, avec la Syrie. On voit bien que l'Arabie saoudite bascule, parce que pourquoi l'Arabie saoudite a simplement arrêté ses conversations avec Israël pour la normalisation? C'est parce qu'elle sait que son pouvoir dépend entièrement des États-Unis. Mais étant donné que le pouvoir des États-Unis est en train de descendre, ils doivent commencer, Bin Salman est ce qu'il est, mais il n'est pas idiot,
il doit bien commencer à comprendre que le pouvoir bascule du côté de Moscou et de la Chine, et donc dans le nouveau monde qui est en train de se créer. Donc les États-Unis, jusqu'à présent, s'ils avaient voulu se débarrasser de la monarchie saoudienne, ils l'auraient fait. Ils ne l'ont pas fait, donc jusqu'à présent, Mohammed bin Salman, et comme Mohammed bin Zayed, c'est un peu la même chose, ils sont obligés d'obéir aux États-Unis parce que leur pouvoir ne s'appuie pas sur un assentiment populaire dans leur pays, comme Bahreïn, tout le monde le sait. Donc, c'est la descente aux enfers des États-Unis et d'Israël qui fait qu'on ne peut pas avoir de raisonnement stratégique logique, parce que la logique voudrait que les États-Unis arrêtent ce conflit, et la conséquence logique aujourd'hui, c'est qu'il faut créer, qui était déjà une conséquence évidente avant, mais maintenant, on ne peut plus s'éloigner de la création d'un État palestinien. On reviendra sur cette création d'un État palestinien aujourd'hui qui s'annonce comme être la seule solution, mais qui tarde à venir. Quelles pourraient être les conséquences aujourd'hui si le conflit continue à se répandre? Est-ce que, on parlait de cette perte de suprématie des États-Unis, est-ce que derrière la Russie, la Chine ne peuvent pas jouer aussi un rôle pour freiner cette guerre frénétique? C'est justement pour la question de la suprématie américaine qui s'effiloche. Bien sûr, c'est une suprématie évanescente. Ça ne sera pas dans l'immédiat, mais on voit les prémices de ce déclin qui s'annonce dans les prochaines années à venir. D'ailleurs, les Américains ont commencé à ressentir leur faiblesse le 7 octobre. Parce que la question, lorsque les brigades Al-Qassam ont cassé, ont réussi à traverser, à déjouer la technologie qui a été utilisée par les Israéliens pour se prémunir ou se défendre contre les incursions des Palestiniens, a démontré que comment un petit mouvement a pu déjouer toute cette technologie qui est à l'origine américaine. C'est là où les experts ont parlé du fait. Ils ont dit, imaginez si c'était un pays puissant comme la Chine qui aurait attaqué les Américains, donc les États-Unis auraient été dans une sale impasse face à une puissance qui peut déjouer cette technologie. Donc ce qui est certain, donc l'élément humain, les experts ont parlé d'éléments humains, ils disent qu'on ne peut envisager une guerre avec juste de la technologie, mais il faut l'élément humain, parce que ce qui a été démontré le 7 octobre, c'est que l'élément humain, ce sont des éléments, des soldats, des combattants qui ont réussi à déjouer une technologie. Donc ça, c'était le premier point. Donc premier point qui a été la mise en garde des experts américains a été sur ce registre et qui a démontré la faillibilité de ce système, de croire qu'on peut déjouer ou écarter un danger grâce à la technologie. La deuxième des choses, lorsque les États-Unis ont décidé d'aller combattre le Yémen, on voit que Alexandra Stack, qui est une experte de la Rand Corporation, c'est la Rand Corporation qui emploie 1500 experts dans le monde par les États-Unis, qui donnent des conseils et qui est l'une des spécialistes du Yémen parce qu'elle a écrit un livre intitulé « Il ne faut pas combattre le Yémen ». Dans ce livre, et récemment elle a fait une déclaration aux médias américains, Axios, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, il ne faut pas aller vers le Yémen parce que c'est un peuple qui est tenace, entêté et qui est guerrier et qui n'a jamais été battu dans l'histoire. Les Américains ne prennent pas, c'est-à-dire l'administration américaine, parce qu'il faut comprendre que le conflit aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre, elle est dirigée par le Pentagone et par l'administration, par le département d'État. Même la Maison-Blanche est écartée, surtout depuis que la mésentente qu'il y a eu entre Biden et Netanyahou sur la question de la poursuite de la guerre et de l'idée qu'il faut un État palestinien viable. Donc les experts ont parlé de ça. Aujourd'hui, on a pu lire sur le Haaretz, Gideon Levy, qui parle encore une fois, qui dit que cette guerre est perdue, qu'aujourd'hui, qu'il faut revoir la stratégie, parce que ce que c'est qui se produit. Les États-Unis, certes, ils ont perdu leur... Toute guerre se termine avec finalement des négociations politiques, mais quand est-ce que cela
va arriver? Jusqu'où veut-il pousser Il y a aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a une pression qui est internationale. Elle n'est pas simplement que l'Israël, elle est en train de perdre ses alliés et que la question des poursuites devant la Cour internationale de justice a porté un sévère coup. En dépit du fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement du jusqu'au boutisme, c'est de la fuite en avant. Parce que la seule garantie pour Netanyahou de se maintenir au pouvoir et d'échapper à toutes les poursuites judiciaires et de rendre des comptes dans cette guerre qui est mal gérée d'après ses propres experts. Il y a un conflit, on le sait, entre le ministère de la Défense et l'état-major, donc dans la gestion de la guerre. Donc tous ces éléments-là font que tôt ou tard, avec l'expansion du conflit, parce que Israël ne pourra pas gérer ou faire face, ni les États-Unis ne pourront faire face à un conflit aussi étendu que ça. Mais pour répondre encore à une partie de votre question qui concerne la Chine ou la Russie, ce sont deux grands pays au sein du Conseil de sécurité, mais le problème se situe au niveau du droit de veto. C'est le veto qui bloque, ce n'est pas parce qu'il faut passer par le Conseil de sécurité pour faire aboutir n'importe quelle solution. On espère, beaucoup de gens espèrent que la Cour de justice internationale va trancher en faveur des Palestiniens, et à ce moment-là, les États-Unis ne pourront en aucun cas s'opposer à la justice internationale que eux-mêmes dont ils sont membres et qu'ils sont en même temps ils peuvent toujours sortir au briquet leur droit de veto. Le veto, si on le sort, même si la Cour de justice si elle sort, même si supposons que la Cour donne un avis favorable pour un cessez-le-feu. Pour un cessez-le-feu, non, même pour les aides humanitaires. Et que les États-Unis l'auraient. À ce moment-là, c'est les États-Unis qui vont être encore une fois affaiblis. Et c'est là où le monde change. Ils sont capables de le faire, vu qu'ils ont arrêté tous les... Non, mais aujourd'hui, la justice est au-dessus de tout. Ça sera vraiment un risque énorme pour les États-Unis d'aller vers un veto contre la Cour de justice. Ça sera un précédent dans l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Nous, on parle de génocide actuellement. Le tribunal de Nuremberg qui a jugé les crimes nazis, il a jugé le génocide, il a jugé les crimes contre l'humanité. Mais il n'a pas jugé le colonialisme. Parce que ce dont souffrent les Palestiniens, ce n'est pas le génocide, mais c'est le colonialisme. Le colonialisme, c'est la matrice de tous les crimes. Le crime contre l'humanité, le génocide et le crime de masse font partie du colonialisme. Donc Israël ne doit pas être simplement jugé pour génocide, mais pour une occupation, parce que les crimes de masse, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité font partie de cette ossature et cette matrice qui est le colonialisme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les États-Unis, s'ils veulent continuer, qui ont perdu leur morale dans le monde, c'est-à-dire leur crédibilité, ils ne peuvent plus demain parler de démocratie, et même le soft power américain est remis en cause. On ne peut plus compter sur un État qui a fait du génocide sa propre doctrine pour s'imposer, c'est-à-dire on s'impose par la force. Et c'est cette morale-là qui est remise en cause et qui est discutée au niveau de la Cour internationale de justice. Monsieur Tawfiq Hamel, votre avis sur cette question de suprématie des États-Unis en déclin suite à cette guerre? Et puis, pas que, même après celle de l'Ukraine. Effectivement, en tout cas, le déclin de la puissance américaine a commencé au mois en 2003 lorsque les Américains sont intervenus en Irak. Déjà, les Américains n'ont même pas pu obtenir les 9 voix nécessaires justement pour avoir l'autorisation d'intervenir en Irak. Il a fallu utiliser, en tout cas, déjà, il y avait à partir de là, déjà les Américains, ils ont commencé déjà à connaître une faiblesse sur le plan politique. Actuellement, si on prend sur le plan économique, la dette américaine, les chiffres récents, la dette américaine représente 34 000 milliards de dollars. Et cela, ça reste quand même, ça montre à quel point l'économie américaine, même si elle est compétitive, c'est un lieu d'innovation. Mais les 34 milliards de dettes restent, en tout cas, présentent un risque de fragilité pour l'économie américaine. Ensuite, d'autre part, vous avez l'émergence de d'autres puissances. Vous avez la Chine qui, en 1978, représentait 1,8% du PIB mondial. Et en 2023,
La Chine a représenté presque 18% de l'économie mondiale. Vous avez la reconstruction de la Russie qui reste une puissance militaire de premier ordre. Vous avez l'émergence de d'autres puissances régionales. Vous avez l'Inde. Ce que je veux dire, c'est que même si on regarde les derniers livres blancs de la Chine, donc il y a une expression qui revient toujours au mois de mai 2004. La Chine insiste sur l'accélération de la multipolarisation du monde. C'est-à-dire que toute la stratégie de la Chine actuellement est conçue dans un contexte qui est le monde, on se dirige nécessairement vers un monde multipolaire. C'est-à-dire que pour la Chine, la Russie, la multipolarisation est une réalité, est une nécessité, et tout ce qu'elles sont en train de faire, que ce soit au sein de l'organisation du Shanghai, du BRICS, justement, c'est d'essayer de trouver des alternatives pour justement sortir de l'hégémonie du dollar. C'est-à-dire que leur stratégie consiste à accélérer ce déclin. Dans le monde occidental, pour l'instant, les États-Unis restent la puissance militaire, la première puissance militaire. Vous avez les pays européens qui restent très dépendants de l'Europe pour différentes raisons. Et on peut supposer justement que l'implication des États-Unis au Moyen-Orient ou l'instabilité qui a été créée va nuire nécessairement à un certain rapprochement entre la Chine et l'Europe. Parce que quand on regarde actuellement l'instabilité dans la mer Rouge, évidemment, les pays de la région sont concernés. Il y a l'Égypte. On va reprendre la parole avec vous. Monsieur Alain Corvez, pour revenir un peu sur ce qui se passe sur le terrain, la phase intensive des combats dans le sud de Gaza se terminera bientôt, a estimé l'entité sioniste, à l'heure où le conflit a fait 24 000 morts, soit 1% de la population locale. C'est-à-dire, quand on parle de phase qui se termine dans le sud de la bande de Gaza, quelle pourrait être la suite ? Je pense que les forces armées israéliennes ont fait le constat qu'elles ne pouvaient pas éradiquer Gaza du Hamas, alors que c'était un de leurs objectifs, et que sous la pression de leur population, ils ne sont pas capables de récupérer par un échange avec le Hamas les prisonniers israéliens qui sont entre les mains du Hamas. Donc c'est un échec total. Alors qu'est-ce que va faire Israël? Il va continuer à bombarder, et aujourd'hui encore il a commis des crimes de guerre en bombardant de façon pas aveugle, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, oui. Mais comme le disait l'un de vos correspondants, en ce moment même il y a des innocents qui meurent à Gaza. Donc ça, ils sont capables de le faire et ils vont continuer à le faire. Et je voudrais revenir, si vous voulez bien, sur la Chine et la Russie. Oui. Moi, les États-Unis, maintenant, je les appelle les États désunis. Ils sont désunis intérieurement. Ils ont des divergences énormes qui pourraient déboucher sur une crise interne très grave. Mais lorsque, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la Russie n'ont pas mis leur veto à la résolution pour protéger la navigation maritime dans la mer Rouge, je pense que la Chine et la Russie savaient très bien ce qu'elles faisaient, parce qu'elles se souvenaient du vote en 2011 où ils n'avaient pas mis leur veto pour défendre les populations soi-disant menacées en Libye, et les Américains, enfin l'OTAN d'une manière générale, mais les Américains étaient allés au-delà et avaient attaqué la Libye. Là, l'ONU n'autorisait pas les États-Unis à mener une opération guerrière sur le Yémen. Elle autorisait juste les puissances qui avaient voté à faire des efforts pour rétablir la navigation maritime dans la mer Rouge, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Donc, je pense que la Russie et la Chine ont posé un piège aux États-Unis d'Amérique, qui se trouvent maintenant dans une situation où ils attaquent le Yémen. Ils ne gagneront pas, parce que le Yémen a une souplesse
dans son armement, ils ont des bases de lancement très mobiles qu'ils peuvent déplacer, ils les ont déjà déplacées. Avant même que les États-Unis frappent, ils avaient déplacé un certain nombre de leurs bases de lancement et de leurs... ils ont des bateaux capables de frapper des bâtiments dans la mer Rouge. Donc, ils ont des possibilités de nuire énormément aux États-Unis et à tous les bateaux qui seraient en direction d'Israël dans la mer Rouge. Donc, je pense que c'est les États-Unis, en attaquant le Yémen, se sont lancés dans une opération qu'ils vont perdre à nouveau et ça va être un échec qui va s'ajouter aux autres et donc accélérer la chute des États-Unis dans leur domination du monde. Je pense, pour revenir à la Palestine, je pense que la seule issue, c'est un cessez-le-feu, et peut-être que, comme l'a dit l'un de vos correspondants, la décision de la Cour de justice pourra aider à l'imposition d'un cessez-le-feu en Palestine, parce que ça devient absolument urgent, c'est absolument odieux de voir ces atrocités que commet l'armée israélienne tous les jours. Oui, Kamel Mansaleh, vous vouliez intervenir? Oui, sur la question du Yémen, les Américains, c'est vrai qu'ils ont frappé, mais des frappes où ils ne peuvent pas aller au-delà de ces frappes. C'est-à-dire, on a vu vendredi et samedi deux frappes, des positions qu'ils ont dit, il y a 70 positions des Houthis qu'ils ont frappées pour justement paralyser la possibilité de riposte, la capacité de riposte et d'attaque des Houthis. Mais en réalité, non. Le problème qui se pose pour les Américains, même s'il y a eu des mises en garde des experts, que j'ai cité tout à l'heure, c'est qu'il y a une côte qui est de près de 300 km. Il est impossible pour les Américains de la contrôler. Regardez, 40 km de la bande de Gaza n'a pas été contrôlée par ni les Américains ni les Israéliens. Ouais. Donc nous sommes dans une logique où on frappe, mais on a peur de la réaction. Ouais. Et les Houthis le savent. Et quand on dit Houthis, c'est-à-dire le mouvement Ansar Allah, il n'est pas seul dans cette riposte. Il y a même des membres du Congrès national yéménite qui font partie prenante de cette guerre, parce que les millions de manifestants qu'on voit chaque vendredi à Sanaa ne sont pas des Houthis ou des Ansar Allah. Il y a des autres partis, les autres factions et mouvances yéménites qui participent à cette riposte, à ce soutien aux Palestiniens par tous les moyens dont ils disposent. Le porte-parole de l'armée yéménite ou Houthi, ou comme on dit, il n'est pas réellement un membre des Ansar Allah, mais c'est quelqu'un qui était dans le parti du Congrès national yéménite. Donc il y a toute une réalité dont il faut tenir compte, et les Américains le savent. Il est impossible de contrôler une géographie dont l'histoire n'a pas été. Les Yéménites ont fait face à une coalition internationale pendant 5 ans. Ils n'ont pas été pliés. C'est un pays qui souffre de crise humanitaire, de famine. Et surtout dans le sud. Donc, et plus il a cette capacité de riposter et de venir en aide aux Palestiniens. Pour revenir à la question de la polarisation, la multipolarité qui se dessine, nous sommes plus dans les États-Unis n'ont plus cette force de la guerre froide. On n'est pas dans les années 70. Encore moins, nous ne sommes même pas dans la c'est-à-dire après-guerre froide. Nous sommes dans une période d'après-guerre froide. Pourquoi? La création de ces multiples pôles qui se dessinent, les BRICS d'un côté, il y a des alliances, des coalitions sécuritaires, comme celle qui a été faite avec les États-Unis, l'Inde, les Émirats et le Mexique. Il y a des coalitions technologiques, la Corée du Sud, le Japon et le Taïwan. Donc tous ces pays-là créent des pôles pour arriver à justement refonder le monde, parce que le système actuel, il est obsolète, il ne répond pas aux défis internationaux comme le dit Xi Jinping. Et on voit aussi que le fait que la Russie s'est ancrée en Afrique, elle crée un nouveau front pour faire face
y compris dans la région du Sahel. Oui. Donc, pour faire face justement, pour créer un nouveau front contre les États-Unis et l'Europe, plus particulièrement l'Europe, parce que c'est les pays, notamment la France, qui est la tête de pont au sein de l'Union européenne, pour justement créer une sorte un front qui va déranger les Européens et qui va soulager la pression qui se joue contre la Russie en Ukraine et qui lui permettra en plus de négocier. Donc il y a tous ces éléments-là dont il faut tenir compte et ce qu'on appelle le mouvement des plaques tectoniques dans le monde. Il se fait, c'est vrai, en faveur des pays émergents comme la Russie et la Chine et en défaveur des États-Unis. Donc il y a un monde nouveau et justement, tout à l'heure vous m'avez posé la question sur le pouvoir. Est-ce que la Chine et la Russie peuvent jouer un rôle pour faire... C'est vrai que les Russes et les Chinois ont proposé des solutions et qu'il y a eu déjà une expérience au sein du Quartet international qui a été créé en 2003 à la suite de l'accord de l'Aqaba dont il est composé. Le Quartet international était composé de qui? De la Russie, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU. C'était quoi le rôle de ce Quartet? C'est de favoriser l'émergence de deux États. Et c'est cette solution-là qui est recherchée, qui est réclamée aujourd'hui par 178 pays membres de l'ONU sur 193. Ils disent tous, y compris les États-Unis, que la question des deux États doit revenir sur la table et qu'il ne peut y avoir une paix au Proche-Orient sans qu'il y ait deux États distincts. Alors, on va parler de cette question des deux États, mais auparavant, je vous propose de revenir sur ce qui se passe réellement au sud de la bande de Gaza, à Rafah spécialement. On va voir que la famine, c'est aussi une arme de guerre qu'utilise l'entité sioniste contre les Razaouis, contre les Palestiniens. On voit dans quelles conditions ils vivent, dans la famine la plus totale, manque d'eau. Et il y a un blackout total depuis 6 jours, aussi dans la bande de Gaza, où il n'y a ni électricité, coupure de télécommunications. On voit aussi qu'il y a une volonté de cacher ce qui se passe là-bas. On regarde ce sujet de Malika Belal et on revient juste après. Les déplacés palestiniens, livrés à eux-mêmes, font face à des conditions de vie des plus précaires, où chaque jour est un combat pour survivre. Trouver de la nourriture, de l'eau et un abri devient un défi quotidien. Ils occupent des abris de fortune faits de tissus et de bâches. Des centaines de familles ont planté leurs tentes dans le sol sablonneux, à quelques centaines de mètres de la Méditerranée, à la frontière avec l'Égypte. Privé de nourriture depuis plusieurs jours, ce jeune Palestinien n'a d'autre choix que de cueillir des plantes qui vont lui servir de repas, sa famille et lui. Une situation que vivent des milliers de Palestiniens depuis plus de 100 jours. Les basses températures aggravent la précarité et l'épuisement après 3 mois d'intenses bombardements menés par l'armée sioniste. Les déplacés luttent contre le froid en faisant brûler du bois et parfois même du plastique. Il y a plus de 100 jours que nous vivons une situation critique. Nous n'avons ni à manger ni à boire. Il fait terriblement froid et le pire, c'est qu'on n'a pas de quoi se réchauffer. Nous ne sommes pas à l'abri ici, puisque l'armée sioniste peut attaquer ce camp à tout moment. Tout ce que nous souhaitons, c'est de rentrer chez nous. Nous avons passé 2 jours sans boire une seule goutte d'eau. Il n'y a rien ici. Nous sommes au milieu de nulle part. Le peuple palestinien, confronté au dénuement et aux assauts incessants de la machine de guerre sioniste, affiche une résilience exceptionnelle, déterminé à ne jamais renoncer à sa terre. Je suis décidée à repartir un jour, je rentrerai chez moi, même si je devais installer une tente devant mon ancienne maison. Nous n'irons pas ailleurs. Nous avons enduré plus de 3 mois de souffrance et d'humiliation. Nous lutterons jusqu'au bout et nous reviendrons chez nous. Les déplacés palestiniens, qui sont pourtant à la frontière égyptienne où se trouve le passage de Rafah, sont privés de tout. Aucune aide humanitaire ne leur parvient, les livrant à leur triste sort de déplacés. Un peu le monde qui perd son humanité face à ces images terribles. Tawfiq Hamel, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on annonce la fin de cette phase intensive dans le sud de la bande de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que justement les soldats sionistes se sont embourbés et dans le nord et dans le sud et qu'aucun résultat finalement n'a été atteint d'après ce qu'a annoncé l'entité sioniste, celle d'en finir avec le mouvement de résistance du Hamas et de sécuriser les lieux? Effectivement,
à travers l'histoire, quand on regarde l'histoire d'Israël, à chaque fois qu'Israël a fait des efforts ou a accepté de négocier ou de faire des concessions, c'est souvent suite à des défaites et des pertes importantes. C'était le cas en 1973 dans la guerre avec l'Égypte. Et avant, Israël ne voulait même pas négocier sur Sharm el-Sheikh. Ensuite, il y avait des négociations, il y avait un accord de paix où Israël a fait des concessions. Dans le cas du Liban, c'est la même chose. Il a fallu la résistance du Hezbollah pour que Israël se retire du sud du Liban. Pour Gaza, c'est la même chose. Il a fallu la deuxième intifada de 1987-2005 pour que Israël se retire de la bande de Gaza. Et à chaque fois, Israël a dû subir des pertes importantes pour se retirer. C'est la même chose qui arrive actuellement dans la guerre actuelle. Après plus de 100 jours, Israël ne voit pas de raison. Les otages n'ont pas été retirés, n'ont pas été récupérés. Les objectifs annoncés, destruction de Hamas ou destruction de sa puissance militaire n'a pas été atteint. Il suffit juste de voir que ces derniers jours, il y avait des lancements de missiles de la part de Hamas. Cela montre à quel point que la puissance de Hamas est importante. Et globalement, à part la destruction de la majorité des infrastructures de Gaza, on ne voit pas vraiment des objectifs de guerre qui ont été vraiment atteints. À cela s'ajoute une pression internationale qui devient de plus en plus importante. Ce qui est intéressant, c'est de voir la place de la cause palestinienne avant le 7 octobre et actuellement. On a supposé, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit sur la scène internationale, on a supposé que la cause palestinienne est devenue quelque chose de marginal, de secondaire, étant donné la configuration mondiale actuelle. Et du jour au lendemain, la cause palestinienne a commencé à prendre de l'importance et est devenue centrale. Il y avait un sondage qui a été réalisé récemment par un centre qatari, selon lequel 93% des personnes interrogées voyaient la cause palestinienne est la cause principale pour les pays arabes. Quand on regarde dans le monde occidental où cette cause n'a pas eu suffisamment de sympathie, on regarde actuellement dans les pays européens, même aux États-Unis, de plus en plus de personnes, en tout cas, qui commencent à soutenir, apporter un soutien et même se radicaliser sur cette question. On se retrouve finalement que la cause palestinienne a beaucoup avancé depuis le 7 octobre, même si les pertes humaines étaient très très importantes pour les Palestiniens. Alors vous me tendez la perche, Monsieur Tofer Hamel, justement parce qu'il nous reste 5 minutes, ou un peu plus, vraiment quelques minutes de plus pour terminer cette émission. On va parler de l'après-guerre, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de pays demandent à ce qu'on revienne à cette solution à 2 États. Est-ce que cette solution reste toujours de mise et sur la table ? Elle est de mise parce qu'elle est réclamée, comme je l'ai dit, par 170 États membres des Nations Unies, donc sur 193, y compris les États-Unis. Donc l'un des conflits, les différends entre Joe Biden et Netanyahou, c'était justement sur cette question. Donc pourquoi ? Même l'administration américaine réclame aujourd'hui le retour à cette solution. Si cette option est retenue par l'ONU, Israël se retrouvera dans un dilemme. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut démembrer les colonisations. Donc ça impliquera 550 000 colons israéliens qui sont répandus en Cisjordanie et autour d'un Quds. Donc c'est un gros problème pour Israël et un risque pour le gouvernement israélien qu'il y ait une guerre civile, parce qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a d'un côté, même au sein d'Israël, il y a Daesh, donc des extrémistes très dangereux, criminels et tout, il faut se rappeler l'assassinat de Yitzhak Rabin, donc par des extrémistes. Donc Israël aussi a sa propre Daesh. Donc ça pose un problème sécuritaire aussi, ou un risque de guerre civile. C'est vrai que dans l'histoire, les Juifs ne se sont pas fait la guerre, mais ce problème-là va se poser. Et si par malheur Israël, ou par chance Israël accepte cette solution, elle sera obligée de faire un calendrier et d'évacuer toutes et reprendre les terres, parce que quand on parle de la solution de 2 États, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut appliquer la résolution 242
et la 338. Donc c'est deux, ce qui signifie qu'on revient aux frontières d'avant juin 67. Et c'est ça le problème qui va se poser. Donc si on va vers ces deux États, il faudrait que la communauté internationale, notamment les 5 membres du veto, les puissants ou tout le monde, reconnaissent que cet État palestinien ne peut se faire que sur cette base-là. Sous l'égide de la 242 et la 338. Ces deux résolutions-là. Même si on fait miroiter, aujourd'hui, Anthony Blinken fait miroiter, il dit aux Israéliens, écoutez, si vous arrêtez la guerre, il y a 8 pays arabes et musulmans qui sont prêts à reconstruire. Notamment, et même à reconstruire, à normaliser. On a entendu les Saoudiens, comme ils ont dit. Normalisation à condition qu'il y ait un arrêt de la guerre. Parce qu'avant la guerre, on a entendu Ben Salman, dans une interview à Fox News, 60 minutes, il avait dit « Nous sommes engagés dans une normalisation progressive avec les Israéliens ». Aujourd'hui, cette normalisation est suspendue, arrêtée, et la condition sine qua non aujourd'hui pour tout le monde, parce que c'est gênant pour ces États-là d'aller vers une normalisation, alors que des milliers de Palestiniens sont en train d'être assassinés, il y a un génocide qui est en cours. Donc, la balle est... Mais comme Netanyahou sait que son avenir dépend de maintien de son gouvernement, la poursuite des opérations militaires va le sauver. Mais il n'est qu'en sursis. C'est une question de temps. Il est en sursis. On a vu comment ils ont essayé à Gaza de casser la résistance. Ils n'ont pas pu. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont retiré les troupes au nord de Gaza parce que justement, l'armée israélienne n'a pas pu venir à bout de la résistance. Aujourd'hui, on continue de tirer de Beit Hanoun qui est au nord, Beit Lahiya qui est au nord, Jabalia qui est au nord, et lorsqu'il parle de retirer, nous sommes arrivés à une phase, parce que la question de Khan Younis a été vraiment un vrai choc pour les Israéliens. Les pertes sont énormes, et ce sont des pertes documentées, prouvées et attestées. Et aujourd'hui même, on parle, ce matin, vous entendez sur les chaînes israéliennes Canal 12, comment des conscrits qui ont été appelés pour aller combattre refusent parce qu'ils prétendent, ils disent que nous n'avons pas été préparés pour combattre, mais nous avons été préparés pour protéger les colonies. Et c'est là on voit comment le soldat israélien n'est même pas capable de combattre, il n'est même pas capable d'aller faire affronter des combattants. Il n'est pas opérationnel sur le terrain. Surtout pour la guérilla urbaine, il n'est pas préparé pour ça. C'est pour ça que l'armée israélienne a envoyé des commandos et a envoyé le Gilani qui est le fleuron de l'armée israélienne, prétendument invincible, mais qui en réalité ne l'est pas. Donc, les troupes d'élite sont envoyées, alors que les petits soldats, l'armée de terre ou l'infanterie, comme on dit, n'existent pas. C'est pour ça qu'il y a eu cette défaite sur le terrain. Monsieur Alain Corvez, le dernier mot vous reviendra sur cette création de l'État palestinien ou de deux États. Vous pensez que c'est toujours envisageable ? Alors non, moi je pense qu'il n'y a plus qu'une solution à un seul État, et bien entendu cet État, ça doit être la Palestine, avec des garanties de sécurité pour toutes les communautés palestiniennes. Et c'est d'ailleurs ce que l'Iran préconise depuis longtemps, un référendum où on demandera aux habitants qui ont des raisons valables d'être présents, parce que ceux qui sont arrivés récemment devront repartir. Donc je ne vois pas deux États cohabiter harmonieusement, et donc la suite logique, c'est un seul État, ce sera la Palestine, avec des garanties de sécurité, je le répète, pour toutes les communautés diverses, les Juifs notamment, qui ont le droit de rester sur ces terres, et puis un statut international pour Jérusalem. Mais si la Russie et la Chine continuent à parler de deux États, c'est parce qu'elles s'appuient sur la réglementation de l'ONU. Pour le moment, comme l'a dit Toufi Kamel, je crois. Kamel Mansaleh, oui. Oui, c'est la règle onusienne. Donc, la Chine et la Russie veulent montrer qu'elles s'appuient sur la réglementation internationale, et elles continuent à parler de deux États. Mais je suis bien convaincu que ces deux grandes puissances savent très bien que la cohabitation d'un État d'Israël et d'un État palestinien est impossible après les horreurs que l'État d'Israël a commises en Palestine. Donc, je crois que le 7 octobre marque est une date pivot dans l'évolution du monde,
car ça aura des conséquences mondiales sur le bouleversement des rapports de force dans le monde. Et je pense qu'en Europe, l'Europe est complètement soumise aux États-Unis d'Amérique. Mon pays, mais les autres pays européens obéissent au doigt et à l'œil aux États-Unis d'Amérique. Il faut que les pays européens retrouvent leur souveraineté nationale. Et pour ça, ça implique de sortir. L'UE va exploser, à mon avis, et même l'OTAN, je pense, à court terme. Merci. Merci. On terminera sur cette réponse avec vous, Monsieur Alain Corvez. Merci d'avoir accepté notre invitation, répondu à toutes nos questions. Merci à Toufiq Hamel également d'avoir répondu à nos questions, avec vous, Kamel Mansari, d'être présent à chaque fois avec nous pour les questions internationales. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.